Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, ravie qu'on soit si nombreux pour parler d'impact social et environnemental positif et d'engagement de l'entreprise. Je suis Louise Picard, donc chef de projet thématique au Mouvement Impact France. Le Mouvement Impact France, c'est le premier réseau de dirigeants et dirigeantes qui mettent l'impact social et environnemental au cœur de leur entreprise. Aujourd'hui, on représente 15 000 entreprises et notre rôle, c'est de les fédérer, de les représenter auprès des décideurs politiques et de faire progresser l'écosystème au global. Donc, je suis ravie d'être aujourd'hui avec 3 intervenants qui travaillent au quotidien pour une économie plus juste et plus durable. Donc, pour commencer, Bettina Révéron, qui est Social Impact Director chez Doctolib. Donc, Bettina a travaillé pour l'engagement sociétal de différentes entreprises, comme Microsoft par exemple, et met aujourd'hui son talent au service de la licorne Doctolib qui facilite l'accès aux soins et à la santé. On a également avec nous Guilhem Isaac-Georges, qui est vice-président Impact chez Content Square. Guilhem, tu as eu un engagement fort auprès du gouvernement français et aujourd'hui tu travailles chez Content Square, donc l'organisation qui permet l'optimisation de l'expérience utilisateur en ligne. Tu y pilotes la stratégie ESG. Et enfin, Stéphanie Leblanc, qui est Sustainability Director chez Swile. Donc Stéphanie a mis son expertise sur les sujets RSE et impact au service de différentes entreprises en France, mais aussi à l'international. Et aujourd'hui, Stéphanie pilote la stratégie RSE de Swile. Swile, donc la scale-up qui développe une carte et une application au service de l'expérience paiement des employés. Donc, merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Donc, la mise en place d'actions concrètes sur l'impact social et environnemental positif, elle est souvent dans les startups et dans les scale-up due à des changements de réglementation. Des changements de réglementation qui sont, vous le savez, de plus en plus nombreux depuis ces dernières années. Mais l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de voir que l'impact, ça peut aussi être un vrai levier pour votre business et que l'innovation et l'impact peuvent aller de pair. Donc on va commencer avec une première question. On va revenir sur les tout débuts de vos parcours. Vous avez tous les 3 commencé votre poste actuel à peu près au même moment, à la fin de la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il était important pour vos entreprises respectives de recruter un Chief Sustainability Officer à ce moment-là en particulier ? Peut-être Guilhem, si tu veux commencer. Je peux commencer. Effectivement, à ce moment-là, chez Content Square, c'est un contexte assez particulier. On vient de faire une levée série E de 500 millions d'euros et on est encore un peu dans la période d'euphorie post-Covid où il y a beaucoup d'IPO et c'est une perspective d'assez court terme pour Content Square à ce moment-là où ça se projette beaucoup sur une IPO, peut-être à 1 an, 2 ans. Et donc il y a vraiment toute une roadmap d'IPO readiness qui se met en place et parmi les éléments de cette roadmap, il y a les enjeux ESG. Et en fait, on est pas mal poussé par nos investisseurs, certains d'entre eux, toujours un peu les usual suspects, des Euraseo et des BPI par exemple, qui nous ont pas mal poussé à commencer à faire du reporting, ce qu'on ne faisait absolument pas jusque-là. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est un peu cranté chez Content Square. Merci, Bettina. Oui. Pardon. Nous, pareil. En fait, il y a un double facteur. Il y a à la fois effectivement le degré de maturité de Doctolib à l'époque. Ça fait 8 ans ou 9 ans d'existence pour l'entreprise. Donc, il y a effectivement cette IPO readiness mindset qui se met en place. Et puis, par ailleurs, évidemment, Doctolib dans le Covid, pendant l'épisode du Covid, a eu un rôle hyper clé. À la fois parce qu'on a été au cœur de l'action entre guillemets pour assurer la continuité des soins, pour assurer la campagne de vaccination, et donc ça a créé à la fois une attente encore plus forte de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les investisseurs, l'État, nous aussi on a la BPI comme investisseur, et puis l'interne même, et une sorte de prise de conscience sur la mission d'intérêt général que Doctolib remplissait, et donc une envie peut-être d'aller plus loin dans la confirmation de ce rôle-là au sein de l'entreprise. Et côté Swile, vous m'entendez ?
Côté Swile, un petit peu différent. Donc, moi, je suis recrutée par Loïc Sevéran, qui n'en est pas à son coup d'essai. Et lui est plutôt intéressé côté valeur. Donc, lui, il veut construire une entreprise qui fait les choses bien. Donc, il me dit, voilà, je veux faire une entreprise qui fait les choses bien, donc rejoins-moi. Et par ailleurs, donc ça, c'est un peu la première clé, le premier driver. Et le deuxième driver, c'est qu'on sent aussi des signaux faibles. On va faire un switch de micro. Ah, je me disais bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, il y a aussi une prise de conscience, il y a des signaux faibles qui remontent des sales, notamment grands comptes, où on commence à comprendre qu'en fait les clients demandent un bilan carbone, quelques données. Donc voilà, donc il y a ces deux drivers là chez Swile au tout début, il y a 3 ans. Merci pour vos réponses. On va aller maintenant un tout petit peu plus loin. Quand vous avez pris vos postes respectifs, le métier de Chief Sustainability Officer, il est assez nouveau. Et le champ des possibles en termes d'impact social et environnemental positif, il est très large. Quelle a été la première brique de votre stratégie RSE, la première action concrète que vous avez menée pour implanter votre stratégie ? Peut-être Guilhem, si tu veux commencer. Oui, alors c'est vrai que le métier ou le titre de Chief Sustainability Officer est assez nouveau, mais en réalité il y avait quand même des directeurs RSE avant, et en fait c'est un peu ça qu'on fait quand on arrive. On commence à faire un premier diagnostic. On peut s'aider de plusieurs outils pour ça. Il y a évidemment EcoVadis, il y a aussi le framework B Corp qui fonctionne bien. Ça permet d'identifier les forces et les faiblesses et d'identifier aussi les trous dans la raquette. Et il y en a beaucoup à ce moment-là de l'histoire du développement de la boîte. Et il y a aussi évidemment des outils type bilan carbone. Là, ça permet quand même d'avoir aussi une notion de où sont vraiment les enjeux. Juste une anecdote par rapport à ça. Moi, en arrivant, j'avais pas mal d'idées reçues sur le fait qu'il était évident que la principale source d'émissions de CO2, ce serait le cloud. Parce qu'on est une entreprise qui capture énormément de données, qui en stocke beaucoup et qui en processe beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Content Square tourner, mais ça permet d'avoir des session replays de millions de sessions utilisateurs pour identifier des blocages, des problèmes. Donc on se dit intuitivement, c'est nécessairement là que se situe le gros des impacts. En réalité, pas du tout. Une fois que on s'est cassé les dents pas mal sur les méthodologies de calcul des émissions de CO2 du cloud, parce que c'est très compliqué à faire, parce que les providers donnent très peu d'infos. En fait, une fois qu'on a réussi à construire un modèle qui est assez proche de la réalité des consommations d'énergie liées au cloud, on se rend compte que c'est déjà très optimisé d'un point de vue coût, que les gens qui s'en occupent, en fait, ils font pas n'importe quoi, et que comme c'est le plus gros poste de coût de la boîte, globalement, on serre un peu les vis et on fait attention à ce qu'on fait. Et donc, à la fin, ça s'avère être même pas notre deuxième ni notre troisième, mais notre 4e source d'émission. Et donc, ça permet de reconsidérer les priorités et de se dire, en fait, il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on doit travailler en priorité. Et là, on se rend compte qu'en fait, les voyages, notamment internes, sur des motivations internes, c'est-à-dire simplement se déplacer d'un bureau à un autre et organiser des rassemblements, sont clairement la première source d'émissions, et c'est là qu'il va quand même falloir mettre un peu le haut là, et il va peut-être falloir commencer par une politique voyage un peu plus sérieuse. Pour le plus grand bonheur de tes équipes. Ouais, alors ça, c'est pas le truc le plus simple, effectivement, pas le plus populaire, clairement. Bettina, et nous, oui, pareil, en arrivant, l'idée évidemment c'est de faire un état des lieux, un peu un diagnostic de où on en est sur tous les pans de la responsabilité sociale et environnementale. On a cité, je crois que tu as cité EcoVadis, bilan carbone, il y a plein d'outils. Moi, celui que je recommande pour ceux qui ont envie de se lancer, c'est le questionnaire B Corp, qui est vraiment une espèce de scan 360 hyper complet. C'est comme un check-up médical. Sur tout ce que votre entreprise fait et comment vous opérez à la fois sur le service que vous proposez, la façon, les relations que vous avez avec vos clients, la façon dont vous traitez vos collaborateurs, évidemment les aspects environnementaux, etc. Et c'est un super outil à la fois pour se mesurer par rapport à d'autres, et puis c'est une boîte à outils géniale pour avoir des idées de comment progresser dans les années à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous saisir de cet outil, quel que soit votre degré de maturité sur le sujet. Et par ailleurs, chez Doctolib, il y a eu un autre... Tu voulais rajouter un truc ? Ah non, pardon. Il y a eu un autre enjeu important en arrivant. Donc Doctolib, évidemment, l'impact qu'on a est intimement lié à notre business, parce qu'on est un acteur de la santé. Et donc moi, ma priorité, c'était vraiment de commencer à évaluer plus précisément cet impact-là, à la fois sur l'accès aux soins
pour les patients et sur la qualité de vie des soignants et comment nos outils les aident à avoir une qualité de vie plus importante. Et donc concrètement, elle est mesurée par exemple comment on réduit les délais d'accès à certaines spécialités médicales, comment on favorise un confort pour les patients dans la gestion de leur santé, la gestion de la santé de leurs proches, de la famille, etc. Et puis côté praticien, ou même côté systémique, quand on regarde le système de soins en général, on s'est intéressé pour voir comment Doctolib, en multipliant, enfin en permettant à la médecine libérale, donc à nos médecins, de prendre en charge plus de patients, on libérait du temps au service d'urgence. Donc comment on répartissait la demande de soins entre l'hôpital et de la médecine de ville. Ce qui est un truc hyper difficile à mesurer, parce qu'on n'y arrive pas encore tout à fait. Mais c'est juste pour vous donner une idée des choses qu'on avait envie d'élucider en arrivant et qu'on continue à faire tout le temps. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter sur les outils, au sein du mouvement Impact France, on a développé l'Impact Score, qui est un score sur 100 qui permet à toute entreprise, quel que soit son niveau de maturité sur l'impact, d'évaluer son impact gratuitement et en moins de 2 heures. Donc c'est aussi une bonne première étape pour évaluer son impact. Maintenant qu'on a parlé de vos débuts, suite à ça, vous avez implémenté une stratégie RSE plus largement dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez chacun nous parler d'un des piliers clés de cette stratégie RSE dans vos scale-up ? Stéphanie, si tu veux commencer. Oui, alors donc peut-être aussi pour rebondir sur le côté Bicorp, je suis complètement alignée avec l'analyse de Bettina. Chez Swile, on a vraiment ancré la trajectoire de progrès, mais donc de savoir par où commencer sur le modèle Bicorp. Et une précision, c'est que il faut 80 points pour être certifié Bicorp. La moyenne des entreprises qui font le questionnaire la première fois est en dessous de 50, il me semble. Donc il y a beaucoup de chemin pour arriver aux 30. Et ce qui est excellent, c'est qu'à chaque action, il y a un point. Et donc il y a tout un système de gamification qu'on peut mettre en place et qu'on a fait chez Swile. Parce qu'évidemment, chez Swile, quand on dit mais il nous faut gagner des points, quand on gamifie, tout de suite ça passe mieux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a fait. Et pour répondre à ta question plus précisément sur quel pilier, donc la RSE s'attache à traiter donc le pilier environnemental, le pilier social et le pilier de gouvernance. Et pour répondre à ta question sur le pilier un peu prioritaire, chez Swile, c'est le pilier environnemental. Donc on s'est attaché à vraiment prendre la mesure de l'impact de notre entreprise, mais surtout de notre service, de nos services. Et Swile a racheté il y a 2 ans désormais un de nos concurrents. Et Swile, vous connaissez sûrement, est le chantre un peu de la dématérialisation de l'expérience des titres de paiement des titres restaurants. Et donc la dématérialisation, donc on connaissait les tickets papier, et Swile est arrivé avec une carte. Et en fait, on s'est demandé, mais en fait, est-ce que quel est l'impact en fait de cette transition de marché qu'on est en train d'opérer? Et donc on a été mesurer nos offres, donc papier, avec notre ancien concurrent qu'on avait racheté, Bimpli, carte Swile, et désormais la carte virtuelle qui est disponible sur Swile. Et on a été vraiment mesurer de manière granulaire quels sont les différents impacts environnementaux de chaque offre. Et en fait, on se rend compte que c'est assez bluffant. Si on passe donc du papier à la carte virtuelle, du papier à la carte, c'est 94% d'émissions de CO2 en moins. Et ensuite, c'est encore des améliorations quand on passe à la carte virtuelle. Et un dernier point, c'est vraiment toute la stratégie d'alignement finalement business, où dans Swile, les équipes produits se sont intéressées à aller finalement proposer la carte virtuelle, donc la plus vertueuse, by default, et ensuite à l'utilisateur de se commander sa carte s'il le souhaitait. Donc ça c'est le pilier environnement, et je laisse la main à mes...
Vas-y, tu veux. Non, moi, c'est pour continuer un peu sur le produit. Beaucoup de ce qu'on fait s'attache à renforcer l'impact de ce produit. Les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'était plutôt les impacts positifs, parce que c'est bien de commencer par valoriser ce qu'on fait de bien. Donc, il y a effectivement le temps gagné des médecins, le désengorgement des urgences, le confort de vie pour les soignants, etc. Dans l'évaluation, on identifie aussi les angles morts ou les endroits où on peut s'améliorer. Il y en a beaucoup. Et ça a été ma priorité en arrivant. Les sujets les plus évidents, c'est les sujets d'électronisme, donc des patients qui sont éloignés du numérique et qui, de fait, enfin, un acteur comme Doctolib accélère en fait cet éloignement parce qu'on digitalise le rapport à la santé. Donc, en gros, qu'est-ce qu'un acteur comme Doctolib peut faire pour remédier à ça ? Nous, on fait un partenariat avec Emmaüs Connect. Il y a d'autres solutions, mais c'est ce genre de choses. Il y a aussi, par exemple, pour vous donner un exemple, on s'est aperçu que les personnes en situation de handicap, les patients en situation de handicap, qui peuvent tout à fait se servir de Doctolib. Par exemple, si je prends un patient en fauteuil roulant, a aucun problème pour se servir de l'application. Mais une fois qu'il doit prendre rendez-vous avec un praticien, en fait, il a un rapport ultra dégradé, enfin un parcours ultra dégradé, parce qu'il n'a pas l'information nécessaire sur l'accessibilité du cabinet. Est-ce qu'il y a une marche ? Est-ce que le code, je vais pouvoir l'atteindre ? Est-ce que la porte est lourde, etc. Et ça, c'est pas de notre responsabilité directe, parce que c'est les médecins qui remplissent eux-mêmes leurs fiches. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les médecins à donner l'information la plus précise sur leurs fiches, et deux, améliorer le parcours dans l'application via un système de filtre, via une fiche qui est plus précise, encore une fois, pour orienter les médecins dans la mise à disposition de l'info. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Il y a énormément de sujets, mais c'est pour vous dire que la route est longue pour devenir un vrai acteur de l'accès aux soins pour tous, etc. Merci Guilhem, si tu as des éléments de réponse. Ouais, également. très vite, mais peut-être en transition sur ce que vient de dire Bettina, on a aussi un peu cet angle-là chez Content Square. Il s'avère qu'en 2021, on a racheté une petite start-up qui s'appelait Adapt Mon Web, qui à l'époque faisait un outil de lecture adaptative pour site web qui permet à des gens soit atteints de pathologie visuelle, soit en situation de handicap, de naviguer beaucoup plus facilement sur un site web. Donc c'est la problématique de l'accessibilité numérique. En fait, il faut quand même savoir qu'il y a 1 milliard de gens dans le monde qui vivent avec ce genre de pathologie et qui ont des difficultés à naviguer sur le web correctement, sachant que dans un monde qui se digitalise très très vite, il y a de plus en plus de services essentiels qui deviennent inaccessibles à beaucoup de gens. Donc on a créé une fondation chez Content Square qui essaye de promouvoir cette thématique-là. On est un peu des experts de l'expérience utilisateur. Donc quelque part, on avait vocation aussi à prendre ce sujet. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de trucs intéressants. On crée notamment des formations sur le sujet qui sont gratuites, accessibles à tout un chacun. Et on essaye de monter pas mal de partenariats avec des écoles, en particulier les écoles qui proposent des formations au métier du numérique, pour que demain, on ait l'ensemble des web designers, des développeurs, des UX, UI designers qui soient formés à ces thématiques-là. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a très très peu de formations obligatoires à ces enjeux-là dans ces cursus au métier du numérique. Et c'est pas normal. Donc on essaye de promouvoir ce sujet, y compris auprès des pouvoirs publics aussi, pour que ça devienne une thématique de plus en plus obligatoire dans ces parcours de formation. Merci à tous les trois pour vos réponses. Maintenant, voilà, sur le cœur du sujet, le lien qu'on peut établir entre les actions concrètes sur l'impact et le business de vos scale-up. Est-ce que vous avez des exemples de liens très concrets que vous avez pu observer dans le cadre de vos activités ? Stéphanie ? Oui, alors peut-être pour vous donner un élément de contexte, donc chez côté Swile, il y a une accélération très très forte là depuis les 18 derniers mois. Des critères RSE dans les appels d'offres auxquels on répond, notamment évidemment les appels d'offres des grands donneurs d'ordre, secteur privé et secteur public. Et ça a été en 2024 un immense challenge pour les équipes RSE, produits, Inno, Tech, etc. pour intégrer nos réponses dans les réponses à l'appel d'offres, et on a gagné des deals sur notre performance environnementale et sociale. Et ça, évidemment, c'est mon plus grand plaisir. Peut-être pour l'exemple de l'accessibilité est typique. Les grands donneurs d'ordre publics ont l'obligation de demander le niveau d'accessibilité des applications et des services numériques qu'ils utilisent. Et donc voilà, donc chez Swile, on a une roadmap
produits tech, design, de rendre accessible notre app. Donc ça, c'est un exemple, mais évidemment, toute la mesure de l'impact dont je vous parlais tout à l'heure du service, c'est le cœur du réacteur aujourd'hui. Les grands donneurs d'ordre veulent savoir ce qu'ils achètent et parfois même mettre des clauses environnementales dans les contrats. Guilhem, si tu veux répondre également à cette question. Je rejoins tout à fait Stéphanie. Nous aussi, on a constaté une très forte accélération des demandes ESG clients. Moi, entre 2023 et 2024, c'est plus 140% quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questionnaires. Et on voit bien qu'avec certains gros clients, on a des tracks qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Enfin, si je prends Microsoft, par exemple, l'exigence de comptabilité carbone chez Microsoft, c'est très élevé. On ne peut pas arriver juste avec un petit bilan carbone fait à la main dans un coin. Ça va vite poser problème. L'Oréal, c'est pareil. Quand on fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires avec L'Oréal, il y a un track spécifique où on commence à avoir des demandes ESG qui sont beaucoup plus solides. Donc ça devient stratégique. Je ne sais pas si on a gagné des deals grâce à la performance ESG. En tout cas, je dirais qu'on a réussi à ne pas en perdre et à ne pas perdre de distance par rapport à certains concurrents qui se positionnent aussi sur le sujet. Et après, je dirais qu'il y a aussi un vrai enjeu d'amener de l'ESG dans le produit. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On voit bien qu'on a un certain nombre de clients qui sont réceptifs à ces questions-là, avec lesquels on peut essayer d'innover, et on essaye de sortir des nouvelles features qui vont adresser des problématiques environnementales. C'est le cas, par exemple, sur l'affichage environnemental. Donc, ça, dans le e-commerce, il y a de plus en plus de produits qui sont soumis à ce type d'affichage au niveau européen, au niveau français. C'est le cas, par exemple, du textile avec la loi AGEC, mais c'est le cas aussi de l'électroménager avec des normes européennes déjà assez anciennes. Et on essaye de regarder si ces affichages sont d'abord vus par les consommateurs et est-ce qu'une fois qu'ils sont vus, ils ont un impact sur les comportements d'achat. Et là, il y a évidemment pas mal d'intérêt du côté de chez nos clients et je trouve que c'est intéressant de voir comment en amenant des enjeux impact dans la discussion, en fait, on arrive à élargir aussi le champ des personas auxquels on parle. Parce que c'est pas toujours le e-commerce manager qui va être en face, on va avoir la sustainability qui va s'ajouter, le marketing aussi souvent, et ça fait évidemment plus de potentiel de rétention quand on a des discussions et quand on a des use cases qui s'élargissent par rapport aux use cases d'origine. Oui, tout à fait. Est-ce que Bettina, toi aussi, tu as établi des liens entre impact et business chez Doctolib ? Nous, c'est particulier parce qu'encore une fois, le business est intimement lié, c'est le mot intime, à l'impact. Pour nous, c'est plus un enjeu, je dirais, et puis pardon, nos clients, c'est des médecins. Donc, c'est pas la même chose que... Alors si, pardon, par exemple, quand on travaille avec la PHP, les hôpitaux, l'hôpital public, les critères ESG sont importants. Mais j'allais dire, c'est plus un enjeu de confiance de nos parties prenantes, et notamment de l'État, auprès de qui il faut quand même qu'on arrive à nouer des relations fortes et durables. Et donc, dans ce cadre, de réussir à faire la démonstration de, encore une fois, le fait qu'on a en tête l'impact systémique qu'on a sur le système de soins et qu'on arrive à le démontrer régulièrement pour montrer qu'on peut être un partenaire en fait de la puissance publique sur des sujets de santé. Merci. Votre métier est particulièrement transversal. Vous avez besoin d'infuser la culture de l'impact dans les différentes entités de l'entreprise et c'est absolument essentiel pour que votre stratégie RSE soit efficace. Comment est-ce que vous avez fait pour vous trouver des alliés et pour justement réussir à diffuser votre vision de l'impact au sein des différentes entités de l'entreprise ? Stéphanie ? Oui, alors donc on parle beaucoup des certifications. On a parlé de Bicorp, il y a Ecovadis. Ça, évidemment, ça aide parce qu'encore une fois, on a une roadmap, on a des points à gagner, etc. Donc ça, c'est le premier point. Mais quand je suis arrivée, en réalité, c'est vraiment comprendre le métier de chaque département. Donc moi, j'ai pris énormément de café. Énormément de café avec les différents leads pour bien comprendre leur métier et voir finalement où étaient les lieux, les impacts, les lieux de bascule finalement de ce qu'on pouvait faire mieux. Un exemple, c'est vraiment à la production. Typiquement, la production de la carte Swile. J'ai pris beaucoup de café avec le directeur supply chain et production et on a revu l'ensemble du cycle de vie de la carte.
Donc vraiment de sa production. Donc on a changé les matériaux, on a changé le sourcing, on a revu le packaging, ensuite on a revu le transport, on a revu la fin de vie. Là on est en train de mettre en place un nouveau process de recyclage. Et donc c'est vraiment d'aller chercher étape par étape comment on peut upgrader ça dans chacun des métiers. Donc ça c'était l'exemple de la production, mais vous avez sûrement d'autres exemples. Bettina, est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager ? Oui, pour construire sur ce que tu disais, je pense que c'est un vrai métier d'empathie et de connexion, à la fois pour susciter de l'enthousiasme chez les gens en interne que tu as besoin de mobiliser, que ce soit pour une stratégie qui concerne encore une fois les RH, la diversité et l'inclusion par exemple, ou l'évolution du produit. On est face à des gens qui sont ultra pressurisés, qui ont des objectifs business très durs. Et donc nous, on arrive comme une fleur en disant alors, on va ralentir ta roadmap sur le produit, mais on va faire un petit truc sur l'accessibilité. Voilà, évidemment, les gens, ça les intéresse, ça suscite de l'envie, parce que c'est des sujets qui sont enthousiasmants, encore une fois. Mais il faut savoir naviguer un peu cette ligne de crête pour faire converger à la fois nos intérêts d'impact et nos intérêts business, et c'est pas toujours simple. Et donc c'est vraiment un métier d'influence au sens positif du terme, pour réussir à toucher encore une fois les points de convergence qui sont parfois sensibles à trouver, quoi. Oui, tout à fait. Guilhem, est-ce que toi aussi tu as mis en place des choses spécifiques pour toucher les différentes entités ? Ouais, nécessairement. Alors moi, j'arrivais dans la tech un peu naïvement en me disant que on arrivait dans un écosystème avec une moyenne d'âge assez jeune, des gens très éduqués, et que nécessairement on aurait pas mal d'alliés par principe. C'est pas si vrai que ça. Il y en a, clairement. Il y a des alliés objectifs dès le début où on les identifie très vite. C'est des gens qui prennent contact tout de suite en disant ah ouais, c'est génial, on va pouvoir s'occuper de tout un tas de sujets qui nous intéressent. Mais en réalité, c'est plutôt un micro-groupe sur lequel on ne peut pas s'appuyer uniquement pour développer la stratégie. Donc ouais, évidemment, il y a toute une dimension, essayer d'aller comprendre ce que les gens font, etc. Mais il faut comprendre que c'est des boîtes qui sont dans une telle dynamique de croissance qu'en fait, elles changent en permanence. Ce qui était la réalité d'aujourd'hui l'est clairement plus demain, parce qu'il y a des réorganisations en permanence. Content Square, c'est une boîte qui s'est énormément internationalisée aussi, qui a beaucoup basculé dans son management aux États-Unis, qui du coup a aussi des execs qui sont beaucoup moins focalisés sur ce qui se passe en Europe, qui ont même plus cette actualité qui fait qu'il y a quand même une espèce de bruit de fond autour de l'ESG qui va les motiver à faire des choses, même des discussions avec leurs pairs qui vont susciter aussi des initiatives. Donc il n'y a pas vraiment ça, en fait. Ils sont dans une logique purement business. Même si aux États-Unis, il y a des sujets qui, jusqu'il y a peu, étaient probablement un peu plus important qu'en France. La diversité et l'inclusion, par exemple, on sentait qu'il y avait une pression du côté des États-Unis pour faire bouger ces sujets plus vite, avec là, pour le coup, de la mobilisation côté RH, etc., où on a eu pas mal de coopérations utiles. Mais sur des sujets environnementaux, par exemple, c'est dur. Côté américain, vraiment, ça leur passe très très loin. Et évidemment, mêmes expériences. Dès qu'il s'agit d'aller parler aux produits, de ralentir la roadmap pour dire il faudrait faire des formations pour faire un peu plus d'éco-design numérique, etc., c'est quasi impossible. C'est des gens qui ont zéro bande passante. Donc il faut vraiment utiliser des trésors de diplomatie, faire de la tactique pour voir quels sont leurs roadmaps, à quel moment on va pouvoir s'insérer pour dire bah là il y a peut-être une micro-chute d'activité, on pourrait peut-être essayer de faire ci ou de faire ça. Et puis je dirais qu'il y a quand même un dernier truc qui peut être assez game changer, c'est la question de l'offre. En fait, nous, Content Square, c'est une boîte qui est très sales-driven. La moitié de la population, quasiment, c'est des sales ou des customer success managers. Et un gros tiers du reste, c'est le produit et l'engineering. Mais quand on a la moitié de la population qui sont des sales, il faut les intéresser à quelque chose. Tant qu'ils n'ont rien à vendre, de fait, ton sujet reste quand même un sujet de reporting un peu lointain, où tu te dis, ouais, de temps en temps, sur une boîte, un client très intéressé par les questions ESG, je peux amener mon directeur ESG parce qu'il va leur parler de trucs qui les intéressent et qui sortent un peu du cadre. Mais tant qu'on n'a rien à vendre, pour eux, ça reste un intérêt assez modeste. Et donc tout l'intérêt d'essayer d'amener des use cases et de l'offre. Et là, on arrive à emmener des gens. Et là, je vois bien avec nos Customer Success, dès qu'il y a un peu des choses à vendre là-dessus, ça adhère très très fort. Et donc ça change aussi un peu l'écosystème de ce point de vue, quoi. Et peut-être juste pour rebondir aussi sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a un énorme travail à faire d'embarquer les sales pour qu'ils comprennent
les enjeux, parce qu'en fait, évidemment, on n'a pas envie qu'ils répètent comme un perroquet ce qu'on leur a écrit sur des slides. Et donc, il y a énormément de travail de pédagogie et d'embarquement des équipes qui sont en face des clients. Nous, chez Swile, là, on a eu la chance de pouvoir recruter une personne dédiée à ça. Tellement encore une fois les appels d'offres et les enjeux clients étaient essentiels. Encore une fois, là dernièrement c'était 25% de la note finale. Donc il faut que nos sales, il faut que les représentants de l'entreprise s'approprient ces sujets et c'est essentiel. Ouais, c'est intéressant parce que ça prouve que ce lien entre impact et business est hyper important et au centre de cette pédagogie que vous mettez en place. Vous avez partagé pas mal de conseils assez différents. Si vous deviez retenir un ou deux conseils à présenter aux entrepreneurs de la salle qui sont peut-être en phase de 0 to 1, en train de lancer des startups, quel serait ce conseil ? S'il y en a un qui veut réagir. Moi, je peux me lancer. Je vais reprendre ce que je disais sur Bicorp. En fait, il ne faut pas attendre de se sentir suffisamment grand, suffisamment lancé pour commencer une démarche de responsabilité. D'une part, et d'autre part, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps. Et ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur la stratégie d'alliés et sur la façon dont on amène les sujets dans la boîte. Il faut choisir ses combats et se dire que c'est pas grave si en temps 1, on ne fera pas de diversité d'inclusion et on va plutôt appuyer sur le pilier sustainability ou inversement. Et donc, baby steps, se lancer, voir où on en est, voir les sujets d'appétence qu'on a dans notre entreprise en lien avec le business qu'on a et puis voir comment ça avance. Merci. Oui, même chose. Et d'ailleurs, petite précision sur les Bicorp. Pour celles qui commencent et qui ont, vraiment au niveau 0, pour les startups, il y a un statut qui s'appelle pending. Et donc qui permet de valider une fois qu'on a nos premiers bilans la certif. Donc je vous encourage à le faire au plus vite parce qu'en plus elle est un peu plus facile. Et puis d'un coup ça vous met dans la même. Et oui, moi je suis pareil, c'est vraiment utiliser l'innovation en fait et de chercher là où on peut se différencier, là où on peut faire mieux. Et donc là c'est vraiment ça qui est intéressant et d'embarquer aussi ces équipes parce que généralement les gens ont beaucoup d'idées, donc pas hésiter à vraiment embarquer les employés aussi dans la démarche parce qu'en fait on se rend compte que ça peut vite accélérer, vite permettre vite de se différencier. Je ne vais pas être très innovant, je vais avoir à peu près les mêmes axes. Clairement, commencer tôt, en fait, on peut voir ça comme un sujet un peu lourd à traiter quand on est vraiment en phase de démarrage et d'accélération. En même temps, plus on le prend tard, plus c'est compliqué à mettre en place. Parce que déjà, quand on a une certaine taille, ça sous-entend de commencer à aller chercher dans des systèmes qu'on n'a pas configurés pour ça, de commencer à requêter de la donnée qui n'est pas nécessairement disponible. Donc en fait, commencer tôt, je pense que c'est un bon conseil de base. Et puis évidemment, sur le sujet innovation, plus on peut s'interroger sur est-ce que mon projet, mon activité ne peut pas avoir une dimension d'impact environnemental et social positif, mieux c'est. On peut toujours faire quelque chose un peu différemment. On ne sera pas tous une start-up à impact positif par nature, mais par contre on peut certainement faire à peu près tout avec un peu plus d'impact positif environnemental et social. Merci. Je vois qu'il nous reste un tout petit peu de temps. On peut peut-être prendre une question du public. Si l'un ou l'une d'entre vous a envie de poser une question à nos intervenants, c'est le moment. Oui, je vais donner mon micro. Bonjour, merci. Moi je voulais savoir comment vos rôles sont positionnés dans l'organisation et si vous pensez que c'est le bon endroit pour avoir un maximum d'impact. On se connaît un peu dans la vie et ça fait partie des conversations qu'on a souvent. Je peux commencer. Moi, je suis rattachée au Chief People Officer. Mais pardon, pour compléter, c'est un peu un hasard, entre guillemets, parce que je travaille autant avec la finance que le produit, etc. C'est des rôles tellement transversaux que c'est un peu arbitraire, quoi. Oui, parce que j'ai de très bonnes relations avec lui, parce qu'il est très impliqué sur le sujet et donc ça marche dans cet orga-là.
Après, encore une fois, c'est tout aussi pertinent d'être attaché à la finance ou au CEO directement. Et je vous laisse compléter parce que je sais que vous n'êtes pas au même endroit. Oui, moi je suis CEO direct et en fait je me moque un petit peu de... Enfin, évidemment, je suis très contente. Elle se moque de nous tout le temps. Non, mais je trouve que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, la bonne question, c'est pas où on est placé, c'est quelle marge de manœuvre on a. Et encore une fois, quel impact on a sur le business, parce que c'est la clé du succès finalement de la responsabilité et de l'impact. Et donc moi, je suis évidemment ravie de travailler avec Loïc en direct, mais je travaille avec l'ensemble des départements, l'ensemble des execs. On l'a pas évoqué, mais il y a une nouvelle directive européenne, la CSRD, qui m'a fait découvrir ma direction financière. Et c'est un voyage. Ah, voilà. Et voilà, et en fait on travaille avec tout le monde, vraiment tous les départements. Mais cela dit, sans faire de hiérarchie, je pense que le rattachement au CEO est optimal. Ouais, si tant est qu'on a un CEO qui a de l'intérêt pour le sujet, enfin, qui a un peu de bande passante aussi pour s'en occuper. Je suis pas sûr qu'il y ait une organisation parfaite, ça dépend beaucoup des structures. Moi, je suis rattaché côté finance aussi, maintenant, mais je l'ai été pendant longtemps côté RH. Mon constat, c'est que côté RH, il y avait en fait très peu de synergie, sauf pour les questions d'engagement employé, etc. Et encore, bon, je suis pas sûr qu'on avait vraiment une bonne courroie de transmission. Ça tient aussi un peu aux personnes. En revanche, maintenant, côté finance, c'est un gros département qui a du poids dans les discussions. Et en fait, moi, je pense que la clé, c'est ça. C'est est-ce qu'on est backé par un exec qui a suffisamment de poids dans la discussion pour, quand ses pairs ont pas beaucoup d'intérêt ou considèrent pas les enjeux, venir aussi appuyer un peu pour dire bon, ça là-dessus il faut y aller, il faudrait qu'on décoince tel ou tel aspect, et j'entends bien tes arguments sur tes équipes, elles ont pas le temps, mais il y a un moment là, il y a des échéances réglementaires, il faut le faire. En fait, à la rigueur, il faudrait que le rattachement ne colore pas trop la fonction, c'est-à-dire que le risque, c'est en étant rattaché à la finance, ça devient un métier de reporting, et à ce moment-là, on est perdu. Moi, le risque, ce soit que du coup toute l'attention soit mise sur les sujets RH, et c'est vraiment une petite partie du problème. Donc c'est vraiment au maximum de conserver cet aspect transversal de la fonction. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une deuxième et dernière question du public. Ah, super. Là-bas. Pardon, si vous pouvez relever la main. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours académique et professionnel qui vous a amené à votre poste actuel, s'il vous plaît? Alors, ça ne va pas me rajeunir, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai découvert le sujet de la RSE. Donc, j'ai fait j'ai fait l'IEP de Bordeaux, dans un master communication publique et politique. Et ensuite, j'ai lu un article dans Le Monde, ou dans Les Échos, je ne sais plus à l'époque, qui parlait de cette notion de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Évidemment, il y a 20 ans, j'ai tapé stage RSE. Autant vous dire qu'il y avait un truc, et je l'ai eu. C'était une start-up, la première start-up de reporting de data ESG, Enablon. Et voilà, et ça m'a lancée dans cette carrière que j'adore, parce que c'est vraiment de l'éclat au quotidien quand même. J'ai de la chance de travailler dans ce milieu. Moi, mon diplôme initialement, c'était relations internationales. Je crois que je rêvais de travailler à l'ONU. Et puis finalement, je fais autre chose. Et j'ai rapidement basculé dans le conseil aux entreprises sur leur engagement sociétal dans toutes ses dimensions. Et puis progressivement, j'ai intégré des boîtes. C'est comme toi, Bettina. J'ai commencé relations internationales. Mon rêve, c'était aussi de travailler à l'ONU. Après, j'ai travaillé à l'Europe. Moi, je travaillais à l'UNESCO, ça m'a calmé. Ouais. Mais du coup, je me suis occupé de fonds européens dans lesquels il y avait, pour la première fois, des critères environnementaux. Et ça a commencé à m'intéresser. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était fascinant comme thématique. Et du coup, je suis resté sur le sujet de l'environnement, beaucoup dans la sphère publique, parce que c'était là que je considérais qu'on avait le plus d'impact et qu'on avait vraiment de la prise sur des grandes échelles. Et je dois dire, pour être tout à fait honnête, que j'ai longtemps considéré la RSE comme un truc un peu... poussiéreux. Pas poussiéreux, mais... Greenwashing. Ouais, un peu.
un peu, et qui en fait produisait pas beaucoup de résultats, et qui faisait du reporting sans beaucoup d'effets. Et à force de mettre en place de la réglementation publique qui allait impacter les entreprises, il y a un moment j'ai eu envie de me dire, est-ce que faut pas aller regarder quand même comment ça se passe vraiment dans une entreprise une fois que la réglementation est en place, comment elle s'en débrouille et qu'est-ce que ça produit réellement comme changement. Et en fait c'est une expérience hyper intéressante parce qu'on voit que la réglementation produit vraiment du changement. On se rend compte aussi que sans la réglementation il y en aurait peu, et que c'est vraiment l'articulation entre les deux qui marche et qui fait avancer ces thématiques-là. Et juste, j'ai refusé un stage à l'ONU pour aller dans la start-up. Bravo, franchement, tu as bien fait. Non, j'allais dire, c'est intéressant de se demander à quel moment, en fait, on a considéré que les entreprises pouvaient avoir de l'impact. Parce que pendant très longtemps, moi, au moment où je suis diplômée, je me dis, en fait, soit je travaille dans le public, soit je travaille dans des ONG. Et puis, moi, je le date peut-être un peu artificiellement au moment de la COP21, où on a commencé à mettre les entreprises autour de la table, et on s'est dit, aujourd'hui, si on veut vraiment changer la donne sur l'environnement, sur l'inclusion, etc., c'est là que ça se passe. Donc je pense que nous, on est vraiment le fruit de cette bascule au moment où les entreprises... Et puis il y a eu plein de... Enfin, j'ai le souvenir petite d'Erika, la catastrophe... Enfin, plusieurs catastrophes naturelles, on s'est dit, il faudrait peut-être s'intéresser à ce que font les entreprises. Merci à tous les trois pour vos réponses. Pour rebondir sur ce que tu disais, Bettina, c'est vraiment la vision du mouvement Impact France, le fait que les entreprises sont actrices du changement. Mais merci à tous les trois pour ces réponses, pour vos conseils et vos retours d'expérience. Ces retours d'expérience qui montrent bien que l'impact peut être un vrai levier pour le business, qu'il ne faut pas attendre avant de mettre en place des actions concrètes sur le sujet. On sait aussi que l'actualité politique et économique concernant la RSE est un petit peu morose en ce moment, avec un backlash sur les sujets d'impact positif et de la transition. On le voit bien avec la remise en cause de certaines directives européennes, tu en parlais Stéphanie, notamment la CSRD, mais aussi un intérêt un peu moins fort des entreprises sur le sujet. Mais notre échange montre bien que s'emparer des sujets d'impact tôt, c'est essentiel, parce que même si ça représente un investissement sur le court terme, ça permet de s'emparer des sujets cruciaux et importants sur le long terme. Donc on vous encourage bien évidemment à le faire. Et merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous et bonne journée.